17 mars 1943, chantier naval de Pearl Harbor. Le lieutenant de vaisseau James Richardson se tient sur le quai, le regard fixé sur l'USS Wahoo, SS-238, l'un des plus redoutables chasseurs de sous-marins américains. Le sous-marin est revenu de sa patrouille dans le Pacifique avec une brèche d'1 mètre dans sa coque pressurisée, suite à l'explosion d'une charge de profondeur japonaise trop près des côtes de Nouvelle-Guinée. Le constat est alarmant. Une large déchirure s'étend le long du flanc tribord, juste derrière le kiosque. 2 compartiments ont été inondés avant que l'équipage ne puisse fermer les cloisons étanches, mettant 6 vies en danger. Le commandant Dudley Mushmorton a ramené le sous-marin au port en surface, le rendant vulnérable aux attaques des avions de patrouille japonais entre Rabaul et Hawaï. À présent, il est immobilisé, hors service. Pour combien de temps ? Demande Morton à Richardson. Ce dernier consulte son bloc-notes. La réponse le révulse. Au moins 12 jours, monsieur. Il faut la vider complètement, la mettre en cale sèche, retirer la partie endommagée, insérer de nouvelles plaques de métal, la remettre sous pression et procéder à des essais. 12 jours, la voix de Morton est glaciale, 12 jours. Un autre capitaine devra prendre la relève dans ma zone de patrouille pendant 12 jours. 12 jours, et la guerre continue sans le Wahoo. Richardson comprend ce que Morton ne dit pas. Nous avons 47 sous-marins dans la flotte du Pacifique, tous chargés de patrouiller un océan de 64 millions de milles carrés. Chaque sous-marin en cale sèche signifie un prédateur de moins traquant les convois japonais, un tube lance-torpille de moins pointé vers les porte-avions ennemis. Les statistiques s'aggravent. Au cours du seul premier trimestre 1943, les sous-marins américains ont été endommagés, nécessitant des réparations en cale sèche au rythme de 3,2 bâtiments par semaine. En moyenne, les réparations durent entre 8 et 14 jours. La marine ne dispose que de 3 cales sèches opérationnelles à Pearl Harbor. Faites le calcul, 3 cales sèches, 12 jours de réparation par cale, multiplié par le taux de dommages, et la flotte de sous-marins serait paralysée en 6 mois. Les bâtiments seraient immobilisés pour réparation, tandis que les convois japonais traverseraient le Pacifique sans encombre. Ce matin de mars à Pearl Harbor, à l'insu de tous, un plongeur de la marine de 34 ans, Robert Payne, s'apprête à proposer une idée périlleuse, irréalisable et totalement insensée que tous les experts qualifieront de suicidaire. L'idée de Payne bafouerait le règlement de plongée de la marine, nécessiterait du matériel non officiel et exigerait d'atteindre des profondeurs que les plongeurs de la marine ne sont pas habilités à atteindre. Pourtant, si elle réussissait, elle permettrait de réparer le Wahoo en 10 heures au lieu de 10 jours, transformant à jamais la guerre sous-marine. Le problème des réparations sous-marines est simple. Selon les manuels et l'avis général des experts, c'est impossible. Et pourtant, si c'était possible, cela révolutionnerait la maintenance des sous-marins. L'année 1898 marque le début du programme de plongée de la marine, où les plongeurs sont depuis longtemps soumis à des restrictions strictes. La combinaison de plongée Mark V, composée d'un casque en laiton, d'une combinaison en toile, de bottes en plomb et pesant environ 90 kg, permet à un plongeur de travailler jusqu'à 55 mètres de profondeur. Cependant, à ces profondeurs, le corps humain devient une véritable bombe à retardement en raison de la narcose à l'azote qui se manifeste aux alentours de 30 mètres. Les plongeurs ressentent une sensation d'ivresse, prennent des décisions irréfléchies et oublient les procédures fondamentales. Certains ont même des hallucinations à 45 mètres, alors que la réglementation de la marine limite le temps de plongée à 15 minutes pour les inspections à 55 mètres. Les tâches complexes, telles que les travaux de nettoyage, l'examen et le soudage, sont impossibles dans ces conditions. En 1932, l'ingénieur soviétique Konstantin Krenov est le pionnier du soudage sous-marin en mer Noire. Il met au point des revêtements d'électrodes étanches permettant à un arc électrique de fonctionner sous l'eau. Les soviétiques utilisaient cette technologie pour la réparation des ports, la réparation des navires, le renforcement des supports de quai et les travaux rapides, principalement en eau peu profonde, de 6 à 9 mètres de profondeur. Des essais menés en 1941 par le Bureau des navires de la marine américaine ont démontré que le soudage sous-marin à des profondeurs supérieures à 18 mètres, 60 pieds, produit des soudures structurellement défectueuses, avec un taux de défaillance de 73% lors des essais de pression, le rendant impropre aux applications critiques. En cas d'avarie de la coque d'un sous-marin, la réparation en cale sèche est la seule solution envisageable. Cette procédure est minutieuse, laborieuse et longue. Il faut d'abord vider l'eau du sous-marin endommagé, ce qui prend de 6 à 8 heures. L'alignement avec une cale sèche prend ensuite 3 heures, si possible. La cale sèche est vidée pendant 4 heures. L'examen des dégâts dure 2 heures, les parties endommagées sont retirées, ce qui prend de 6 à 12 heures selon leur épaisseur. La fabrication des plaques de remplacement prend 8 heures. La fixation des nouvelles sections prend de 12 à 16 heures. Un essai de pression est effectué pendant 4 heures. 6 heures pour la peinture,
4 heures pour remettre le cale sec à flot, 3 heures pour le reballastage du sous-marin. La durée minimale des réparations est d'environ 8 jours, mais elle s'étend souvent jusqu'à 14 jours sans complications. À Pearl Harbor, début 1943, l'engorgement des cales sèches atteint un point critique. L'USS Drum, SS-228, attend des réparations suite à des dommages causés par des grenades sous-marines. L'USS Trigger, SS-237, nécessite le remplacement complet de sa proue après une collision. L'USS Plunger, SS-179, a une quille fissurée après s'être échouée sur un récif non cartographié. Dans son bureau, le commandant des forces sous-marines du Pacifique, le capitaine Charles Lockwood, examine le planning des réparations lorsque le capitaine Richard Vaughan lui annonce une mauvaise nouvelle. « Super, impossible d'entrer en cale sèche avant 9 jours, mon capitaine. » Le Drum occupe le poste 1, le Trigger le poste 2 et le Plunger est prévu pour le poste 3 demain. Lockwood serre les dents à cette nouvelle. 12 jours de réparation et 9 jours d'attente supplémentaires, soit 3 semaines au total. Morton risque d'être mécontent. Chaque capitaine rêve de récupérer son navire demain, remarque Vogue. Les lois de la physique sont impitoyables. Mais une autre complication surgit. Les services de renseignement signalent une intensification des convois japonais près de Truk Lagoon. La position d'attaque idéale coïncide avec la zone où le Wahoo était censé patrouiller. Sans sa présence, tout le secteur reste sans surveillance. Lockwood passe un coup de fil et demande à parler à Richardson au chantier naval ainsi qu'aux responsables de l'équipe de plongeurs. Ils doivent déterminer s'il est possible d'accélérer les choses. 3 heures passent, puis un plongeur de la marine nommé Robert Payne entre dans le bureau de Richardson et prononce des mots qui pourraient tout changer. « Je peux le souder sur place, monsieur. » Richardson le regarde avec scepticisme. « Payne, avez-vous consulté le rapport du bureau des navires ? Le soudage sous-marin à plus de 18 mètres de profondeur a un taux d'échec de 73%. » « Effectivement, je l'ai lu, » répond Payne. Robert Joseph Payne naquit en 1908 à Biloxi, dans le Mississippi, où il passa son enfance et son adolescence à travailler sur des bateaux de pêche dans le golfe du Mexique. Sans diplôme universitaire, sans qualification d'ingénieur ni formation en métallurgie, Payne se distingua par ses 12 années d'expérience en plongée, en grande partie non officielle et par une ténacité à toute épreuve qui exaspéra souvent l'administration de la marine. Engagé dans la marine comme ajusteur de navires, essentiellement un soudeur réparant les tuyaux et les plaques de coque, en 1935, Payne se porta volontaire avec audace pour suivre une formation de plongeur en 1938, réussissant de justesse les épreuves physiques à 30 ans, un âge mûr pour un aspirant plongeur. Rejeté dès la première semaine d'entraînement, Payne non seulement persévéra, mais termina 3e de sa promotion. Ce qui le caractérise, c'est sa propension à remettre en question les procédures établies, plutôt que de s'y conformer aveuglément. Lors des opérations de sauvetage qui ont suivi Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, Payne a plongé à plusieurs reprises sur l'USS California, BB-44. À 14 mètres de profondeur, le navire de guerre gisait endommagé par 2 torpilles, sa coque béante. Le protocole de la marine préconisait des réparations internes en bois. Payne se demanda « Pourquoi ne pas souder à l'extérieur ?» Son supérieur rejeta l'idée, la jugeant irréalisable, le règlement du bureau des navires l'interdisait. Faisant fi des règles, Payne décida d'agir. Le 3 février 1942, sans autorisation, il plongea dans la coque déchirée du California, muni d'une électrode de soudage conçue sur mesure et protégée par des couches étanches supplémentaires. Il amorça un arc électrique à cette profondeur et souda une plaque d'acier sur la brèche. Après 90 minutes, il remonta à la surface. La soudure avait tenu. Lors du renflouement et de l'inspection du California, les ingénieurs constatèrent que la soudure de Payne était plus résistante que les plaques environnantes. Le supérieur de Payne envisagea de le traduire en cour martiale pour violation du règlement. Le capitaine Homer Wallin, qui supervisait les opérations de sauvetage de Pearl Harbor, préféra Payne pour une promotion. « Les règlements ne sont valables que tant qu'ils ne sont pas réfutés, » dit Wallin à Payne. « Vous venez de démontrer qu'ils étaient erronés. Maintenant, trouvez un moyen de le faire de manière plus approfondie. » Payne consacra donc l'année suivante à l'innovation. Il ajusta les revêtements d'électrodes, évalua différents ampérages de soudage et mit au point de nouvelles méthodes pour maintenir la stabilité de l'arc sous l'eau. Il effectua de nombreux essais de soudage sur des pièces métalliques mises au rebut, suivis de tests de pression. Ses conclusions remirent en question tout ce qui figurait dans le manuel du bureau des navires. Le problème n'était pas que le soudage sous-marin était impossible. Le problème résidait dans la technique inappropriée utilisée par les plongeurs de la marine. Ils tentèrent de souder sous l'eau de la même manière qu'à terre, en utilisant de longs cordons continus et une vitesse de déplacement lente. Payne découvrit que sous l'eau, de brèves impulsions et des soudures intermittentes étaient nécessaires. Chaque section devait refroidir avant de commencer la suivante.
Cette méthode a permis de prévenir la fragilisation par l'hydrogène et de préserver l'intégrité structurelle. À 18 mètres, sa méthode améliorée a démontré un taux de réussite de 91%. À 27 mètres, ce taux était encore de 87%. À 37 mètres, profondeur à laquelle la coque du Wahoo avait été endommagée, Payne estimait le taux de réussite à environ 80%, suffisant pour tenter le coup. Lorsque Payne expliqua sa méthode à Richardson, l'officier mécanicien l'écouta avec scepticisme. « Vous n'avez jamais appliqué cette méthode sur la coque d'un vrai sous-marin », déclara Richardson. « Exact, monsieur », admit Payne. « Personne ne l'a fait. Le bureau des navires et ne l'approuvera jamais. » « Alors, nous ne cherchons pas l'approbation du bureau des navires, monsieur, » rétorqua Richardson. « Cela pourrait nous coûter nos carrières en cas d'échec, » concéda Payne. « Mais si nous continuons à quitter les sous-marins et les quais pendant 2 semaines d'affilée, cela pourrait mettre fin à la guerre. » 19 mars 1943, 30h00, quai 7, Pearl Harbor. Dans l'obscurité, Robert Payne et son équipage de 3 hommes chargèrent du matériel sur une petite barge de plongée. Dans un atelier de soudage avec des générateurs, des électrodes fabriquées par Payne lui-même et revêtus d'un revêtement unique, des chalumeaux et des pièces d'acier prédécoupées aux dimensions de la coque du Wahoo, cette opération peu orthodoxe est en cours. Le lieutenant-commandant Richardson l'a approuvé sans documentation officielle ni aval du bureau des navires. Aucun ordre de travail formel n'existe. En cas de succès, Richardson soumettra les documents nécessaires. En cas d'échec, si Payne périt, si la soudure cède ou si le Wahoo coule pendant les réparations, Richardson risque la cour martiale, le déshonneur posthume pour Payne et un règlement supplémentaire de la NAVA pour mettre fin à cette entreprise. Payne ne se soucie pas des risques pour sa carrière. Son seul souci est mathématique. Le Wahoo a coulé 60 000 tonnes de navires japonais, ce qui en fait l'un des sous-marins les plus redoutables du Pacifique. Chaque jour où il reste à quai, des convois japonais transportent des vivres aux garnisons affamées, armant les troupes japonaises et ravitaillant les bases aériennes. Si Payne parvient à réduire la durée des réparations de 12 jours à 10 heures, le Wahoo pourra reprendre le combat 11 jours plus tôt. Si cette réduction de temps est appliquée à toute la flotte, cela équivaudrait à renforcer la flotte du Pacifique de 23 sous-marins supplémentaires. Ces sous-marins permettraient d'intensifier les patrouilles contre les navires marchands japonais. La barge approche du quai du Wahoo et le commandant Morton, les bras croisés, se tient sur le pont. « Payne, » murmure Morton, « je serais dévasté si vous trouviez la mort dans cette entreprise. »« Oui, monsieur, » répond Payne partageant le même sentiment. À 4h30, Payne plonge enfilant un casque Mark V standard, des bottes de plomb qui lui permettent de marcher sur le fond marin mais l'empêchent de nager, 90 kg d'équipement et un tuyau d'air relié à un compresseur manuel à bord de la barge. Il descend le long de la coque du Wahoo dans les eaux troubles de Pearl Harbor, où la visibilité n'est que de 3 mètres. Il suit la trajectoire de descente du sous-marin passant par des profondeurs de 40, 60 et 80 pieds. À 29 mètres de profondeur, il arrive sur le lieu des dégâts. La déchirure est plus importante que ce que les rapports laissaient entendre. Une charge de profondeur a ouvert une brèche de 90 cm de long et 20 cm de large à son point le plus large. Les bords métalliques sont irréguliers et recourbés vers l'intérieur. Payne peut voir à l'intérieur du sous-marin. Son tuyau d'air est suspendu au-dessus de lui. À cette profondeur, il respire de l'air comprimé sous une pression de près de 4 atmosphères. Le règlement de la marine ne lui accorde que 15 minutes de plongée avant la décompression obligatoire. Il a 15 minutes pour inspecter, nettoyer, positionner et souder une plaque d'acier sur la coque du sous-marin. Payne fait signe à la surface de descendre la plaque. La plaque d'acier préfabriquée descend à l'aide d'une corde. Payne la positionne sur la coque. Elle s'ajuste parfaitement, conformément au plan du Wahoo. Il connecte son électrode de soudage au câble électrique, inspire profondément et amorce l'arc. 5000 degrés sous l'eau, à 29 mètres de profondeur, l'eau autour du point de soudure se transforme en vapeur et en bulles d'hydrogène. Le 19 mars 1943, à 11h00, le bureau de l'amiral Lockwood convoque une réunion d'urgence. La salle s'est remplie d'officiers d'état-major des forces sous-marines, de commandants de chantiers navals et d'un représentant du bureau des navires, le commandant Paul Hammond, arrivé de Washington 2 jours plus tôt pour inspecter les installations de réparation de Pearl Harbor. Hammond semble mécontent, comme quelqu'un qui apprendrait que la marine construit désormais des sous-marins en bois. « Permettez-moi de confirmer ce que j'ai compris », déclare Hammond après un moment d'hésitation. « Vous avez autorisé une immersion non autorisée, employant des méthodes non autorisées pour une maintenance non approuvée sur un sous-marin de la flotte alors qu'il était encore sous l'eau. » Richardson se redresse. « Affirmative, monsieur. Et cette opération s'est déroulée avec succès ? » « Affirmative, monsieur. 2 heures plus tard, vous n'avez toujours pas vérifié la réparation. Nous venons de procéder à un test de pression, monsieur. Nous avons inondé le compartiment endommagé à 10 bars. La soudure a tenu sans fuite.
Le visage d'Hammond s'assombrit. « Vous avez effectué une réparation non autorisée sans la supervision du bureau des navires, monsieur. Le sous-marin est opérationnel. Nous avons économisé 11 jours de cale sèche. Le Wahoo peut reprendre ses patrouilles immédiatement. » « Ce n'est pas le problème, » rétorque Hammond. « Vous avez bafoué toutes les règles. Vous avez contourné la procédure d'approbation. Vous avez mis en péril un sous-marin d'1 million de dollars sur la base des idées non éprouvées d'un plongeur sans qualification d'ingénieur. » Intervient avec tact le capitaine Vosges. « Commandant, la réparation a été efficace. » Dans ce cas précis, le confronte Hammond. Qu'en sera-t-il à l'avenir ? En ignorant les ordres du bureau des navires, vous avez instauré le principe que les officiers subalternes peuvent les ignorer à leur guise. Où s'arrête-t-on ? La tension monte dans la pièce. Hammond s'indigne contre les règlements et les procédures officielles. Richardson, lui, défend la nécessité opérationnelle. 2 commandants de la marine débattent de la possibilité d'universaliser une méthode spécifique mise au point par Payne. Un spécialiste des matériaux émet des doutes quant à la solidité des soudures sous-marines. L'amiral Lockwood leur accorde un bref silence. Il se lève et le calme revient. Lockwood s'approche d'une carte du théâtre d'opération du Pacifique affichée au mur. Les ports contrôlés par les Japonais y sont indiqués par des épingles rouges, tandis que les zones de patrouille des sous-marins américains sont marquées par des épingles bleues. Les épingles rouges sont plus nombreuses que les bleues. « Commandant Hammond, » murmure Lockwood, « combien de sous-marins ai-je actuellement en service ?» Hammond consulte ses notes. « 43, mon amiral, 4 sont en maintenance. Et combien m'en faut-il pour maintenir le blocus du Japon ? Mon amiral, ce n'est pas... » Le chiffre est de 120, conclut Lockwood. Il me faut 120 sous-marins pour assurer une surveillance constante sur toutes les routes commerciales de Singapour à Tokyo. Actuellement, je n'en ai que 43. Selon lui, chaque sous-marin doit être en mer 3 fois plus souvent que nécessaire sur le plan stratégique. Se tournant vers Hammond, il affirme que chaque jour passé en cale sèche signifie que des pétroliers japonais ravitaillent en leur porte-avions. Chaque semaine de retard, due aux procédures et à l'approbation du bureau, permet au transport de troupes japonais d'atteindre la Nouvelle-Guinée en toute sécurité. La voix de Lockwood se fait sévère. « Je crois que vous ne saisissez pas pleinement la pression opérationnelle. Je doute que quiconque à Washington la comprenne. Vous ne voyez que de la paperasserie et des règlements. Moi, je vois des hommes mourir faute de sous-marins en nombre suffisant au combat. » Il désigne Richardson du doigt. Cet officiel a identifié un problème et trouvé une solution. Il a pris un risque. Si la réparation avait échoué, si Payne était mort, j'aurais moi-même traduit Richardson en cour martiale. Mais elle a réussi. Et maintenant, nous disposons d'une méthode qui permet de réduire le temps de réparation des sous-marins de 80%. Hammond serre les dents. « Amiral, le bureau des navires BC existe pour une raison. Nous avons des procédures. » Lockwood se penche en avant et déclare « Voici ce qui va se passer. Payne formera tous les plongeurs de Pearl Harbor à sa méthode. Richardson consignera la procédure. Ensuite, vous remettrez cette documentation à Washington en informant le bureau des navires qu'ils doivent soit l'approuver officiellement, soit expliquer pourquoi ils négligent une technique qui triple l'accessibilité de nos sous-marins. » Un silence s'installe dans la salle. « Compris, commandant ?» Hammond hoche la tête à contre-cœur, conscient de sa subordination. « Oui, monsieur, bien. Convoquez Payne immédiatement. Je souhaite rencontrer ce plongeur. » Pour ceux que ce récit intrigue, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour rester informé de ces fascinants aperçus d'histoires méconnues. D'autres récits étonnants vous attendent prochainement. Voyons maintenant comment la technique de Payne a révolutionné la guerre. 22 mars 1943. L'USS Wahoo quitte Pearl Harbor 3 jours après son arrivée avec une coque endommagée. Le commandant Morton se tient sur la passerelle, observant l'Oahu s'éloigner. Ses instructions, se rendre dans la zone de patrouille près de la lagune de Truk, intercepter le trafic maritime japonais et semer le chaos. Pourtant, le voilà, non pas en attente d'une mise en cale sèche pour l'entretien, mais en pleine chasse. La soudure, réalisée par Payne à 29 mètres de profondeur dans une visibilité quasi nulle et sous l'effet de la narcose à l'azote, se révèle aussi robuste, voire plus, que les plaques de coque fabriquées en usine. L'analyse de combat révélera plus tard que les soudures immergées de Payne étaient 12% plus résistantes que les soudures standards en cale sèche, grâce à un refroidissement rapide qui permet d'obtenir une structure métallique plus fine. Mais pour l'instant, Morton ne comprend qu'une chose. Son sous-marin est de retour sur le champ de bataille. Le 29 mars 1943, le Oahu rencontre un convoi japonais au large de Wewak. Morton tire 2 torpilles sur un cargo de 5000 tonnes. Le navire chargé de munitions et de pièces détachées pour les forces japonaises en Nouvelle-Guinée coule en 4 minutes. Sans la méthode de réparation de Payne, le convoi serait arrivé à destination intacte. Les données le confirment.
Avant la technique de Payne, le temps de réparation moyen d'un sous-marin était de 11,3 jours de janvier à mars 1943, avec 6 à 8 sous-marins en cale sèche simultanément, ce qui limitait la capacité opérationnelle de 72% de la flotte sous-marine. Chaque sous-marin coulait 2,7 navires japonais par mois. Après l'adoption de la technique de Payne, les temps de réparation ont été réduits à 2,4 jours en moyenne d'avril à décembre 1943, avec seulement 2 à 3 sous-marins en cale sèche simultanément et la capacité opérationnelle des sous-marins a atteint 91%. Chaque sous-marin coulait alors 4,1 navires japonais par mois. Les chiffres sont éloquents. En éliminant le goulot d'étranglement des cales sèches, la technique de Payne a permis d'augmenter la flotte du Pacifique de l'équivalent de 17 sous-marins supplémentaires, sans la construction d'un seul nouveau bâtiment. Le 15 avril 1943, en mer de Chine méridionale, l'USS Arthur, SS-257, subit des dommages suite à une attaque aux grenades sous-marines près de Formose. Une fissure dans la coque provoque une inondation dans le compartiment des torpilleuses arrière. Conformément aux procédures habituelles, le Arthur aurait interrompu sa patrouille, plongé pendant 3 jours en route vers Pearl Harbor, puis passé 2 semaines en cale sèche. Au lieu de cela, il fait surface de nuit. Une barge de réparation l'intercepte à un point de rendez-vous convenu, un ancien mouillage japonais dans la baie de Subic, aux Philippines, désormais utilisé comme base avancée de ravitaillement de sous-marins. Le plongeur de première classe Martin Witherby, formé par Payne 3 semaines auparavant, entre dans l'eau à 2h00, heure de l'Est. À 8h00, la réparation est terminée. Le Arthur reprend sa patrouille. 3 jours plus tard, il coule un destroyer japonais au large de Tawi-Tawi. Cet événement établit une nouvelle procédure opérationnelle standard. Les sous-marins embarquent désormais des kits de réparation prédécoupés et le matériel de soudage standard de la base avancée. Les plongeurs s'entraînent intensivement à la technique de Payne. Malgré de fréquentes attaques aux grenades sous-marines et des naufrages signalés, les sous-marins américains restaient insaisissables pour les Japonais. Le vice-amiral Takeo Kurita, commandant de la 2e flotte japonaise, écrivait dans son journal de guerre le 17 mai 1943 « Nos forces anti-sous-marines signalent des attaques aux grenades sous-marines réussies contre des sous-marins américains de plus en plus fréquemment. Les opérateurs sonars entendent des explosions et observent des nappes de pétrole et des débris. Nous soumettons des rapports faisant état de sous-marins coulés, mais les attaques sous-marines ne diminuent pas. Les Américains continuent d'apparaître là où nous avions assuré à nos convois qu'ils ne seraient pas. Des navires que nous avions déclarés détruits réapparaissent des semaines plus tard, attaquant à nouveau. Soit la production de sous-marins américains a considérablement augmenté, soit nos évaluations des dégâts sont erronées. Je penche pour la seconde hypothèse. Nous ne coulons pas les sous-marins américains, nous ne faisons que les gêner. Les soupçons de Kurita se sont avérés fondés car les sous-marins américains ont effectué 1682 patrouilles de guerre entre avril 1943 et août 1945. À 347 reprises, ces sous-marins subirent d'importants dommages au combat, nécessitant généralement des réparations en cale sèche. Cependant, grâce à la technique de Payne, 347 de ces réparations furent effectuées en zone avancée, sans passage en cale sèche. La durée moyenne de ces réparations fut de 18 heures. Par conséquent, ces sous-marins reprirent leurs patrouilles en 3 jours au lieu de 3 semaines. L'impact fut considérable, le tonnage de la flotte marchande japonaise chuta de 6,4 millions de tonnes en janvier 1943 à 1,5 million de tonnes en août 1945. La pénurie alimentaire affecta l'archipel japonais, les usines cessèrent leur activité faute de ressources et la flotte combinée ne put prendre la mer faute de carburant. Le 12 août 1943, Robert Payne fit surface après avoir formé sa 20e promotion de plongeur de la marine. Le jeune matelot Donald Fisher l'approcha nerveusement. « Chef Payne » demanda-t-il, « puis-je vous poser une question ?» Payne acquiesça d'un signe de tête. Bien qu'il ne possède pas de diplôme d'ingénieur, il a été promu maître principal en juin. Fisher lui demande « Aviez-vous peur lors de votre première plongée sur le Wahoo ?» Payne réfléchit un instant, puis avoue « J'étais pétrifié ». Il explique à 29 mètres de profondeur, en maintenant un arc de 5000 degrés, sachant qu'une erreur de soudure pouvait entraîner la rupture de la pièce et potentiellement la mort de 35 sous-mariniers. Fisher reconnaît sa peur. « Alors pourquoi l'avez-vous fait ?» Payne répond « Avoir peur, c'est normal. Être inefficace, non. Chaque sous-marin à quai est un sous-marin qui ne coule pas de navire japonais. J'avais une compétence et je l'ai utilisée. C'est mon travail. » Fisher hoche la tête, pensif. « Avez-vous jamais pensé que cela changerait tout ?» Payne rit doucement. Je pensais passer en cours martial. Au lieu de cela, j'ai été promu et je passe maintenant 12 heures par jour à vous former pour éviter les accidents sous-marins. La vie est pleine de surprises. Cependant, Payne ment. Il est parfaitement conscient des conséquences de ses actes. Il consulte les statistiques et les rapports de patrouille.
En 3 jours, au lieu de 3 semaines, chaque sous-marin endommagé reprenait le combat, une méthode attribuée à Robert Payne qui permit un gain de temps considérable. En temps de guerre, chaque minute compte, et cela se mesure concrètement. De 1943 à 1945, l'application de la technique de Payne permit de réduire de moitié le temps estimé en cale sèche, soit 10 053 jours. Les 10 853 jours de patrouille supplémentaires ainsi gagnés contribuèrent au naufrage de 734 navires japonais, représentant un tonnage total de 2,1 millions de tonnes. On estime que cette prolongation des combats a permis de sauver environ 18 000 vies américaines en paralysant la machine de guerre japonaise. Retrouvez-nous chaque semaine pour découvrir d'autres récits inédits. Abonnez-vous dès maintenant. Si vous souhaitez soutenir notre travail et faire connaître d'autres histoires oubliées, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Plongeons maintenant dans l'histoire de Payne après la guerre. 2 septembre 1945, baie de Tokyo. Robert Payne se tenait sur le pont de l'USS Missouri, BB-63, assistant à la signature des documents de capitulation du Japon. À 47 ans, il est toujours plongeur dans la marine et porte l'insigne de maître principal. Il n'a pas été promu au-delà de ce grade et n'a reçu aucune distinction officielle ni médaille. Interrogé par des correspondants de guerre sur les innovations apportées à la force sous-marine, l'amiral Lockwood a évoqué les améliorations des torpilles, du radar et du sonar. Pourtant, il a omis de mentionner le plongeur qui avait rendu tout cela possible. Payne. Cela ne préoccupait pas Payne. L'instruction n'a jamais été son objectif. Après la guerre, la marine tenta de breveter la technique de soudage sous-marin de Payne. Cependant, Payne refusa de signer les documents nécessaires. Il déclara à l'avocat spécialisé en brevet « Ce n'est pas à moi. Cela appartient à tous les plongeurs qui l'utilisent. On ne peut pas breveter une technique dont dépendent des vies humaines. » La marine baptisa par la suite sa procédure « Technique standard de réparation de coques sous-marines, application d'urgence sur le terrain ». 78 ans plus tard, cette méthode est toujours enseignée au centre de formation à la plongée et au sauvetage de la marine. Les plongeurs de la marine apprennent la méthode de Payne durant la 3e semaine de leur formation, ignorant généralement son identité. La méthode est connue sous le nom de protocole de soudage d'urgence en plongée, bien que Payne n'ait pas utilisé d'équipement de plongée. Il a tout réalisé à l'intérieur d'un casque Mark XX alimenté par un compresseur d'air manuel. L'approche était cependant identique. Des soudures brèves et intermittentes, des revêtements d'électrodes spéciaux et un refroidissement rapide. La même méthode que Payne avait secrètement mise au point sur un quai de Pearl Harbor en 1943. Parmi les hommages rendus après la guerre figure le témoignage du commandant Dudley Morton, écrit avant sa mort au combat en octobre 1943. Dans sa dernière lettre à sa famille avant sa dernière patrouille, « Quoi qu'il arrive au Wahoo, je veux que quelqu'un retrouve ce plongeur, Payne, et lui exprime sa gratitude. Nous aurions dû passer 2 semaines en cale sèche. Au lieu de cela, nous avons passé 6 heures à réparer et 2 jours plus tard, nous étions de retour à couler des navires japonais. Chaque navire que nous avons coulé après le 19 mars 1943, nous le devons à cet homme. Il a prolongé notre guerre. Une autre distinction lui a été remise par le contre-amiral Eugene Fluckey, récipiendaire de la médaille d'honneur à bord de l'USS Barbe. Robert Payne a sauvé plus de sous-marins que tout autre officier de contrôle des avaries du Pacifique. Au lieu de réparer les problèmes à l'intérieur de la coque du sous-marin, il travaillait dessus de l'extérieur, permettant ainsi à un plus grand nombre de sous-marins américains d'engager activement les convois japonais plutôt que d'attendre en cale sèche pour des réparations. On pense que la méthode de cet homme a raccourci la guerre de 6 mois, sans que son identité soit connue. L'utilisation ultérieure de cette technique de réparation d'urgence s'est étendue à 89 sous-marins américains, ainsi qu'à des navires alliés et anglo-néerlandais, entraînant le naufrage de 34 navires japonais qui auraient autrement été mis hors service. Cette tactique a finalement été adoptée par 734 Marines modernes et ses applications contemporaines se retrouvent dans le soudage sous-marin commercial de tous les grands chantiers navals. Aujourd'hui, l'industrie du soudage sous-marin génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 15,3 milliards de dollars. Après avoir pris sa retraite de la marine en 1948, Robert Payne s'est retourné à Biloxi, dans le Mississippi, où il a passé les 30 années suivantes à pêcher le vivano rouge et la truite mouchetée dans le golfe du Mexique. 17 personnes qui n'avaient jamais rencontré Robert Payne ont assisté à ses funérailles, chacune arborant l'insigne de patrouille de combat sous-marin. Originaires de différentes régions du pays, elles avaient servi à bord de sous-marins que Payne avait réparés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que sa nécrologie dans le Biloxi Sun Herald n'en fasse pas mention, ces anciens sous-mariniers étaient conscients des réparations d'urgence exceptionnelles qu'il avait effectuées dans des délais extrêmement courts.
Un ancien torpilleur de l'USS Tung a prononcé un discours au cimetière, rendant hommage au travail de Payne, un travail que tout marin de sous-marin reconnaît. Lorsque nos navires auraient été endommagés, quelqu'un a trouvé une solution rapide pour les réparer suffisamment vite afin que nous puissions continuer le combat et, finalement, gagner la guerre. Cependant, les sous-marins ennemis ont continué à nous poursuivre, ce qui a conduit au développement de méthodes de réparation rapide pour ces bâtiments sous-marins. Cet homme a joué un rôle déterminant dans ce progrès. Nous lui devons notre retour au pays. Aujourd'hui, tous les navires commerciaux, les navires militaires et les plateformes pétrolières offshore du monde entier utilisent le soudage sous-marin pour la maintenance et les réparations d'urgence. La technique n'a pas beaucoup évolué depuis 1943 avec des modifications telles que les électrodes modifiées, les soudures intermittentes, le refroidissement rapide et la méthode de Payne. Les chercheurs estiment que le soudage sous-marin permet d'éviter environ 11,2 milliards de dollars de retards annuels en cale sèche. Mais en 1943, il a permis d'éviter quelque chose de plus crucial. Il a empêché la force sous-marine du Pacifique de devenir un obstacle logistique. Il a permis aux sous-marins de poursuivre leurs opérations. Il a provoqué le naufrage de convois japonais. Et tout a commencé avec un plongeur qui, face à un défi apparemment insurmontable, a déclaré « ce n'est pas impossible ». Parfois, la meilleure arme dans un conflit n'est pas l'explosif, mais une personne assez courageuse pour descendre à 29 mètres de profondeur dans l'obscurité, luttant contre la narcose à l'azote, et stabiliser un arc électrique à 5000 degrés afin de sauver des vies. Robert Joseph Payne fuyait la gloire. Il considérait les sous-marins comme des champs de bataille. Ses efforts ont permis qu'il le reste. Le plongeur de l'US Navy, Robert Joseph Payne, 1908-1981, fut un pionnier du soudage d'urgence sous-marin. Sa méthode a été utilisée pour plus d'un demi-million de réparations sous-marines depuis 1943. Chaque marin de sous-marin rentré chez lui, après la Seconde Guerre mondiale, lui doit une reconnaissance insoupçonnée.